on commence plus d'actu avec un anniversaire aujourd'hui, oui. On va parler du mondial FIFA et souvenez-vous, le 10 juin 2006, eh bien, la Côte d'Ivoire disputait son premier match en Coupe du Monde FIFA. C'était face à l'Argentine. Cette rencontre, eh bien, les éléphants l'ont perdu 2-1. On s'en souvient comme si c'était hier. Oui. On a beaucoup pleuré. Un moment historique hein, vécu par l'ensemble des Ivoiriens. Alors vous, ici, comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine? Roger Stéphane, on commence. Non, ça dit que c'était un match important quand même, de voir d'abord notre pays à un tel rendez-vous, la Coupe du Monde de football. Oui. Et en plus, face à l'Argentine qui a déjà gagné 2 Coupes du Monde, quand même, en 78 et en 86. L'Argentine qui a donné quelques-uns des meilleurs joueurs de l'histoire du football depuis toujours. Mario Kempes, Diego Maradona et aujourd'hui Lionel Messi. Donc, face à cette équipe, mais on était heureux. Mais malheureusement, ce match-là, on l'a perdu 2-1. Oui. On l'a joué un peu crispé, à mon avis, un peu en dedans. On a un peu trop respecté l'adversaire, quoi de plus normal. Mais je pense que le fait même d'avoir été là face à l'Argentine, c'était déjà un très grand moment. Émile Alébar, oui, comment vous avez vécu cette rencontre? Ça a été des moments très palpitants parce que nous avions l'une des meilleures équipes au monde. Donc nous étions en droit d'espérer que face à l'Argentine, on puisse faire ce que le Cameroun a fait voilà, en 90, je crois. Alors donc la défaite, c'est vrai, elle nous a fait mal, mais nous étions à notre première Coupe du Monde. Ça seulement, ça suffisait. C'était déjà une grande victoire pour nous. Alors, revoyons ensemble ce premier match de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En version originale, c'est encore mieux, messieurs, dames. Kame has it placed just beyond the midway point of the first half. Again, there are 5 in the middle. Heinz is up there, Ayala's up there as well. It was Heinz who almost got a touch, and then it's turned home by Crespo. First goal of the game, and Hernan Crespo gives Argentina the lead. Huracaune's cross just took a deflection, and Crespo was there. Just trying to stretch them a little here. Kelme, well-timed ball, Saviola, stunning goal. It was clinical, absolutely clinical. It was Crespo who just stepped offside. Saviola came from an onside position, and for that reason, the goal is allowed to stand. Kolo Touré, that's a terrific ball through. Bakary Kone pulls it back over the head of Drogba. Still there's danger here though. Drill back in, Drogba has the goal back. It's game on. Ah ben, bien sûr. Ah ouais, c'était émouvant. Hein. C'était fort, c'était fort. À un moment donné, on attendait qu'un seul but pour nous. Voilà. Mais je dis, sur le match, je pense qu'on l'a mal négocié parce qu'on a été mené très tôt, 2-0. Et puis après, on a couru après l'égalisation. Malheureusement, on n'a pas réussi l'exploit de l'Algérie en 82 face à l'Allemagne et du Cameroun en 90 face à l'Argentine qui a gagné 1-0. C'est un peu dommage. On avait une si belle génération. Regardez le but, notre but là, la passe pour Baki, le centre en retrait, et puis derrière le ballon revient, but de Drogba. On avait une formidable génération, mais malheureusement, la Coupe du Monde, c'est la position. C'était magnifique. Vous voyez la nécessité d'aller à l'essentiel et d'être pragmatique. Moi, ce match, en tout cas, je l'ai mal vécu, hein, parce qu'il y avait trop de triche là-dedans. Le deuxième but de Saviola, mais Crespo, il était en danger. De Crespo. Mais ils ont voulu donner la qualification pour l'Argentine. Bon, ça, c'est ce que beaucoup de personnes disent, mais on va pas refaire le match. À un moment donné, on a fait un sacré match. J'ai aimé toutes les prestations des joueurs sur le terrain. Voilà, Drogba, Baki Kone qui a mouillé le maillot. Ouais. Et bien sûr, on a perdu. Mais moi, ça m'a pas fait mal parce qu'il y a la Serbie-Monténégro qu'on a gagné. Ouais. Après, j'étais vraiment content, le troisième match. C'est ça. Alors, la Côte d'Ivoire pendant ce mondial, en quelques chiffres, eh bien, c'est Dorgelès Kofi qui va venir nous expliquer tout ça.
On a bossé ce son par cœur, hein? Par cœur. Oui. 2006, c'était la très belle génération des éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était dans la poule la plus difficile du premier tour de la compétition. En effet, dans la poule C des éléphants, il y avait l'Argentine, les Pays-Bas, la Serbie, Monténégro. Le parcours des Ivoiriens en chiffres, regardons. Le premier match, 10 juin 2006 à Hambourg, Argentine-Côte d'Ivoire, 2-1 pour l'Argentine avec un but de Didier Drogba. Deuxième match, 16 juin à Stuttgart, 2-1 pour Pays-Bas avec ce jour-là le but de Baki Koné. Troisième match, 21 juin à Munich, à l'Alliance Arena. La Côte d'Ivoire a gagné 3-2 avec un doublé d'Aruna Dendane et un but de Kalou Bonaventure. Le classement après ces 3 matchs. L'Argentine, 7 points, les Pays-Bas, 7 points, la Côte d'Ivoire pour sa première participation, 3e place avec 3 points, la Serbie, Monténégro, 0 points. Ce jour-là, les buteurs, à l'issue de cette Coupe du Monde, on a eu bien 2 buts pour Aruna Dendane, Didier Drogba, 1 but, Kalou Bonaventure, 1 but, Baki Koné, 1 but, au total 5 buts en 3 matchs. Tiens, le parcours des Ivoiriens. Merci beaucoup. Alors, dernière question, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Côte d'Ivoire pour créer l'exploit lors de cette Coupe du Monde? Il a manqué de l'expérience. Parce que là, on était dans une poule quand même difficile. On était avec l'Argentine, les Pays-Bas et la Serbie, Monténégro. Bon, on n'était pas pire, hein, parce que la Serbie, Monténégro n'a pas eu de points, c'est-à-dire 0 points. Donc, on était dans une bonne poule, mais il nous a manqué que de l'expérience, puisque c'était notre première participation. Monsieur Aleba, qu'est-ce qui Je vous a pense que c'est vrai, il y a eu l'expérience, mais nos garçons étaient déjà contents d'être là, je pense. Hein. Ils étaient déjà fiers d'être au mondial, alors qu'ils auraient pu faire mieux. Donc, ils se sont, à mon sens, contentés d'être au mondial. Et quand ils ont commencé à marquer des buts, qu'ils ont senti que c'était possible, c'était déjà trop tard. Moi, je dirais l'audace. Et l'audace, c'est sur le but de Baki Koné face à la Hollande. Il récupère un ballon, il dribble, il frappe, il marque, tout seul, du haut de son 1,60 m, exceptionnel. Si on avait joué tous les matchs, comme l'action de Baki là, on serait allé loin dans cette compétition. Donc, à mon avis, on a joué un peu la peur au ventre. On a joué un peu avec trop de respect pour l'adversaire. Oui. Parce que quand même, c'est Argentine et Hollande. Mais c'est une belle campagne. C'est une belle campagne. 3 points, c'est pas mal. On a terminé 3e de notre poule, c'était très bien. Mais je pense qu'on n'a pas été audacieux sur la compétition. Sinon, on aurait pu peut-être aller plus loin dans cette coupe. Moi, je pense qu'on a quand même bien négocié les matchs. Hein. Bah, c'était bien, mais seulement qu'il nous a manqué de la chance. On n'a pas eu beaucoup de chance. Avec le match... Est-ce qu'on compte sur la chance en Coupe du Monde? Bien sûr. L'Argentine a eu de la chance pour nous gagner. Alors, le deuxième but, j'insiste, hein, il y avait de la combine. Ça sentait la combine. Ça veut dire que la Coupe du Monde ne ment pas. Il y en a 8 vainqueurs et c'est les mêmes. Donc, il n'y a pas la chance, hein, c'est les forts. C'est tous les forts qui gagnent. Et puis, je ne crois pas que l'objectif de la Côte d'Ivoire était de rester là, à ce premier tour. Ouais. On a visé mieux. On n'a pas atteint nos objectifs. Donc, nécessairement, il y a quelque chose qui a manqué. Voilà. On était trop concentrés sur la musique. En tout cas, oh, arrêtez. Ah, mais bien sûr. En tout cas, voilà, c'était un anniversaire qu'on tenait à partager avec vous. On continue donc ce Plus d'actu. On parle de Mario Balotelli qui a été viré de l'entraînement. Et oui, le divorce entre Breccia et Mario Balotelli n'est pas encore officiel, hein, mais il a clairement été prononcé, pointé du doigt par son club pour avoir séché les séances d'entraînement. Eh bien, l'attaquant italien s'est vu refuser mardi matin l'entrée du centre d'entraînement. Eh bien, la raison, c'est que Mario Balotelli aurait transmis trop tard, donc lundi soir, l'attestation de son médecin certifiant qu'il pouvait reprendre son activité. Alors, Mario Balotelli, hein, on a l'habitude d'entendre ce genre de choses le concernant. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime littéralement être dans des problèmes comme ça? Est-ce qu'il aime les situations de crise ou bien c'est quelqu'un qui est tout simplement incompris? Voilà. J'ai envie de dire encore lui. Parce qu'il a la même attitude et les mêmes problèmes partout. Quasiment dans tous les clubs où il a évolué, il y a eu toujours une affaire Mario Balotelli. À partir de ce moment-là, on peut conclure qu'il aime les crises. Le club Brescia, là, en ce moment, est 20e du Calcio avec 16 points. L'équipe se bat pour éviter la relégation. Et d'ailleurs,
Ils sont en conflit en ce moment pour la résiliation de son contrat. Avant, d'ailleurs, la fin de la première année de son contrat. Donc, le club veut le libérer. Ouais. Et ils sont sur le dossier. Et puis là, il y a cette affaire qui arrive. Bon, je pense que la séparation va être faite. Parce que, oui, Mario Balotelli est un formidable joueur, très talentueux. Mais alors là, quel garçon avec un caractère parfois très, très difficile. Et ça, c'est dommage. Il est incompris, il est mal aimé aussi, surtout. Voilà, parce que les gens n'aiment pas trop Mario Balotelli, je l'ai remarqué, à travers même le regard qu'on lui porte, même dans les stades, souvent on siffle Mario Balotelli quand il a la balle. Bien sûr, c'est pas bon. Eh bien, le joueur, il est frustré de son âme. Moi, je pense qu'on doit lui organiser une grande fête. Et puis, on célèbre son anniversaire, on chante pour lui, tout le monde lui montre son amour. Dans tous les pays, on crie Mario, Mario, Mario par là. Vous verrez, il va changer de comportement, il va littéralement aimer tout le monde. Et puis, bon, tout va aller pour le mieux. C'est peut-être une solution, ouais. Oui, mais j'apprécie la volonté de discipline, surtout, du club. Parce que, quel que soit notre niveau de participation à la vie d'une organisation, il y a une discipline qu'il faut c'est le dirigeant qui parle maintenant. Et quand on se soustrait de cette discipline, il faut s'attendre à la réaction de l'autorité. Il faut une autorité s'exerce. Et je pense que ce club-là est dans la dynamique de l'Africa Sport en ce moment. Ah Il l'avait dit. Ah oui. C'est le dirigeant qui a parlé. Qu'a-t-il dit? Mais trop de discipline tue la discipline, hein. Oui, mais il faut. Je dis qu'il y a des principes. Dans une organisation qui n'a pas de principes, qui n'a pas de chartes en termes de discipline, c'est une organisation qui est amenée à vivre quotidiennement des crises. Et là, c'est pas bon. Et à un moment donné, l'Africa Sport, si l'Africa avait un joueur de la trempe de Mario Balotelli et qu'il faisait un petit peu, voilà, savez, vous le libéreriez? Je vous dis, c'est-à-dire l'Africa que nous avons connue jusqu'à dimanche passé, si cette situation se produisait et que l'encadrement technique ou bien les dirigeants prenaient une sanction, des supporters allaient se réunir dans un hôtel ou bien dans un maquis pour dire on ne veut plus du président. Voici la situation à l'Africa Sport d'Abidjan. Et c'est à cela que nous voulons mettre fin. La discipline, c'est la première des choses dans une organisation. Quand il n'y a plus de discipline, il n'y a plus d'organisation. Mais les dirigeants, les supporters disent aussi que c'est parce que les dirigeants ne sont pas exemplaires que nous avons ce genre d'attitude. Ils n'ont pas tort aussi. Au regard de tout ce qu'ils vous reprochent, est-ce que ce n'est pas un peu je dis, vous ne récoltez pas ce que vous avez sémé vous-même en tant que dirigeant de l'Africa? Vous savez, quelquefois, il faut faire une analyse comparative. Ou alors, il faut faire des statistiques. Vous l'avez bien dit vous-même, que depuis l'avènement de Roger Ognien, vous savez combien de présidents sont passés par là? Mais les présidents ne peuvent pas avoir les mêmes manières de gouverner. Mais ils partent de la même façon. Donc, il faut faire des statistiques et puis identifier le vrai problème. Les présidents ne peuvent pas avoir les mêmes carences, ils ne peuvent pas avoir les mêmes incompétences, ils ne peuvent pas être des mauvais gestionnaires, eux tous. Pourtant, ils vont pratiquement de la même façon. Mais Donc, il y a une constante. Les présidents, c'est la variable, mais il y a une constante. Il faut l'identifier, il faut l'attaquer. Mais si on part sur l'étude comparative, combien de fois est-ce qu'on a entendu la SEC faire des sorties médiatiques comme l'Africa? Je ne m'en souviens pas. Donc, il y a forcément un problème avec les dirigeants. Parce qu'on n'a jamais vu de supporters de la SEC aller se réunir, comme vous le dites, dans un hôtel, dans un maquis, pour faire une réunion sur les dirigeants. C'est ce que j'appelle la discipline. C'est ce que j'appelle la discipline. Mais la discipline doit se faire tant avec les dirigeants qu'avec les supporters. Le problème de l'Africa, ce sont les supporters? C'est en partie un problème de discipline. Voilà, c'est en grande partie un problème de discipline de qui? Des supporters? Un problème de discipline des personnes qui s'arrogent le statut de supporters alors qu'ils n'en sont pas. C'est ça le problème de l'Africa. Mais ils réagissent par rapport à des faits. Non, mais ils n'ont même pas le droit de réagir, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils n'ont pas le droit de réagir. Nous sommes en pleine émission. Vous avez la possibilité de me poser des questions. Vous avez le droit de me poser la question. Il a le droit peut-être de me poser des questions. Mais quelqu'un ne peut pas sortir de dehors et puis venir me poser des questions. Non, mais il y a des internautes qui réagissent là. Oui, mais parce qu'ils ont le droit de le faire. Justement. Mais quelqu'un ne peut pas débarquer en studio et puis me poser des questions. Parce qu'il n'en a pas le droit, il n'a pas la qualité pour ça. On a bien compris. Voilà. Ah bah oui.
Oui. Non, rapidement. concernant le cas de Mario Balotelli. Ah, vous voulez revenir Parce que vous avez posé une très belle question. Oui. C'était le cas de l'Africa. Il jouait à l'Africa. Oui. Il revenait. Là-bas, dans le club, là, c'est le gardien qui a dit non, tu ne rentres pas. Hein. Mais c'est quel gardien ici qui va dire que Mario, tu ne rentres pas? Mais, je suis en train de réfléchir à ça. mais justement, le gardien, il a reçu des consignes dans le cadre, justement, du protocole des disciplines du club. Et chaque joueur sait que le gardien a la possibilité de lui dire tu ne peux pas entrer quand les règles ne sont pas respectées. Voilà. En tout cas, on a bien compris. Mais pas moi. Si j'étais gardien, j'allais prendre de l'argent avec. D'accord, très bien. Ça ne nous étonne pas de vous, mon Jojo. Allez, on continue. Donc, dernier point de ce plus d'actu, Covid-19. Attention aux activités sportives. Le lundi 8 juin dernier, au ministère de l'Intérieur, le commissaire Bleu Charlemagne a tenu une conférence de presse relative au coronavirus. Au menu des échanges, les violations constatées des dispositions prises par le Conseil national de la sécurité et le ministère des Sports pour freiner la propagation de la maladie. Aussi, faut-il le rappeler, Bleu Charlemagne, en sa qualité de président de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, a exprimé son désarroi quant à l'impact du coronavirus sur le Maracana et il a lancé un appel au civisme et à la discipline des adeptes de ce sport. Ces propos ont été recueillis par Magat et Béatrice Nicole, on écoute. Je voudrais profiter pour dire aux Maracaniers que ce n'est ni la première ni la dernière saison. Ce n'est pas la dernière saison qu'on reste en prière dans la discipline. Il ne faut pas que le corona passe par le corps d'un Maracanier pour atteindre la Côte d'Ivoire et qu'il reste discipliné et que Dieu fera, si nous sommes disciplinés et patients, dans un esprit civique, le Seigneur nous aidera à sortir, Inch'Allah, de cette pandémie. Ah, oui. Réaction, Yellow. C'est ce qui est juste parce que le coronavirus ne doit pas passer par le sport. Quand on donne des règles à suivre, il faudrait véritablement les suivre. On a dit pas de rencontres sportives telles qu'elles soient, Maracana, Petit Poteau, Ligue 1, Ivoirienne, tout. Non, on s'abstient le temps que cette situation-là passe et qu'on puisse se retrouver dans de meilleures conditions. Moi, je vois des gens pratiquer le sport, le Maracana. Ils se disent que bon, c'est le Maracana, on n'est pas chaussé, donc on peut jouer. Des enfants même, des enfants de 5 ans, des enfants de 6 ans. Et c'est vraiment difficile. Comment conseiller un enfant de 6 ans qui ne comprend pas bien notre français? Il comprend, lui, sa langue là. Après, un moment donné, ça sera difficile. Hein. Donc, de dire à tous les mamans, surtout les femmes, d'attraper leur enfant à la maison. Bien sûr. Au papa de rester à la maison. Non, mais les papas sont toujours en train de partir travailler. Mais ce sont les mamans à la maison qui ont la nous sommes ici, là. Bon, après, c'est vous qui voyez. Oui, D'accord. Oui, nous voyons et nous sanctionnons. Ah bah ok. Oui, Non, je pense que ça coûte rien d'insister sur la sensibilisation. bien sûr. C'est vrai que nos jeunes frères doivent comprendre dans les quartiers. Certains s'ennuient peut-être, mais ce n'est pas le moment de jouer au petit poteau, Maracana. Il faut s'asseoir tout ça et puis respecter les mesures barrières, les mesures sociales, les mesures de sécurité, parce que la maladie n'est pas encore totalement vaincue, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, c'est toujours bien de sensibiliser. Et bravo encore à M. Bleu Charlemagne, qui sait de quoi il parle, parce qu'il est le président de la Fédération ivoirienne de Maracana. Très bien. Là, il a encore insisté sur la question des disciplines. Ben justement, Bleu Charlemagne parle de discipline. Vous, monsieur Aleba, vous parlez également de discipline. Mais on voudrait savoir, donc, pour en revenir à l'Africa, puisqu'on vous êtes là pour parler de ça, est-ce que la discipline est respectée à l'Africa? Je m'explique. Par rapport à cet accord transactionnel signé par les deux présidents, est-ce que chacun d'entre eux reste à sa place et ne déborde pas quant aux compétences et aux prérogatives de l'autre? Il faut que je vous explique rapidement. Vous savez, le protocole d'accord transactionnel a prévu un certain nombre d'activités, un certain nombre de points sur lesquels il fallait agir. Première chose, je vous avais dit qu'il y avait deux administrations parallèles, différentes. Et donc, il fallait travailler à rapprocher ces administrations et en extraire un bureau qui serait le bureau exécutif de l'Africa. Ça n'a pas été facile, mais la volonté a prévalu et le bureau exécutif de l'Africa a été mis en place. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur les questions financières, de retrait d'espèces, de gestion du compte en banque, il fallait une double signature
Donc, signature conjointe. Sur cette question, depuis la signature du protocole jusqu'au jour où je vous parle, la signature conjointe a été respectée et donc tout se déroule normalement. Il y a 2 points qui restaient. Le 3e point, c'est le toilettage des textes. Et le 4e point, l'élection. Le toilettage des textes qui devait se faire fin mars, 31 mars. Et vous savez très bien que la Covid-19 est passée par là et donc a remis en cause le calendrier lié aussi bien au toilettage des textes qu'à l'élection elle-même. Donc, dans la mise en œuvre, le protocole d'accord transactionnel a été respecté jusqu'à ce que la situation mondiale que nous vivons, sanitaire mondiale, est interrompue. D'accord. Quand on revient de là, peu à peu, c'est vrai que les choses ne sont pas encore totalement remises en place, mais quand on lève quelques conditions et qu'on a la possibilité de parler, de se retrouver, il faut se retourner vers la fêtière sous l'égide de laquelle, justement, ce protocole avait été signé. C'est cela la démarche du bureau exécutif, parce que c'est un bureau responsable, c'est cela la démarche du bureau exécutif qui veut que la fêtière donne de nouvelles orientations en termes de date pour qu'on puisse continuer, justement, les activités du protocole. C'est en attendant que la fêtière réponde que certains supporters, comme les mêmes, se sont arrogés le droit de se réunir pour faire le toilettage des textes et puis passer à des élections. C'est ça l'anarchie à l'Africa. C'est ça l'anarchie. C'est ça le désordre à l'Africa. Et c'est à cela qu'il faut mettre fin. Bon, très bien. Bon, de toute façon, je sais que Roger Stéphane a envie d'intervenir, mais on a jusqu'à 22h. Donc voilà, pour être plus précis sur votre question, le protocole a été respecté. Chacun a fait son travail. Il y avait un président central Vagba Alexis. Il y a un président central qui est Vagba Alexis, donc qui agit au nom de l'association Africa Sport. Il y a le président Bailly qui est chargé de la section football. Donc tout se passe jusque-là en bonne intelligence. Voilà, jusqu'à ce que les mêmes fauteurs de troubles, ceux qui créent le désordre permanent à l'Africa, se remettent en selle et s'illustrent de la manière qu'on leur connaît. D'accord, très bien. On va marquer une toute petite page de publicité, messieurs, dames. Profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de la 3, poser vos questions. Et je sais que vous en avez à poser à notre invité, Émile Aleba, responsable de la communication et porte-parole de l'Africa Sport d'Abidjan. On va remercier Yellow également qui va nous laisser et qui va céder son siège à Henri Jo. Et puis profitez également de la pub pour aller mettre un petit peu de gel hydroalcoolique parce que n'oubliez pas, le coronavirus est toujours parmi nous. À tout de suite.